de bombardement. Indépendamment de son voisin, il aurait pu se faire affecter à un Sopwith 130 chevaux qui pouvait être utilisé pour des bombardements à grande distance, et il avait obtenu en 1917 l'autorisation du GQG d'aller bombarder Francfort avec son Sopwith. Mais il apprend que le GQG, trouvant l'expédition trop hasardeuse, allait le lui interdire. Il n'hésite pas. Il fait faire le plein par son fidèle mécanicien Balland qui sera son observateur. Ils emportent dans la carlingue quelques bidons pour refaire le plein en vol, et ils s'envolent pour Francfort. Ils jettent plusieurs bombes sur la ville. Au retour, il est attaqué par 2 avions ennemis. Après s'être bien défendu, il les met en fuite et reprend la route de Nancy. Malheureusement, dans le combat, son réservoir avait été troué par une balle. L'essence qui restait n'était plus suffisante, et il fut obligé d'atterrir à 3 kilomètres de nos lignes, où malgré la nuit, ils ne purent les franchir, et furent faits prisonniers. Je ne le revis qu'après la guerre. Il demanda à rester dans l'armée de l'air, et fut victime en 1924 d'un accident absurde. Au cours d'un vol de nuit sur F-50, l'un des passagers fit fonctionner à l'intérieur de la carlingue un pistolet lance-fusée, qui mit le feu à l'avion. Or donc, emmenant comme passager mon fidèle Bonon, je décollai pour gagner le plateau de Malzeville, près de Nancy, où se trouvait basée l'escadrille VB-101. Un autre camarade, Denisot, affecté lui aussi à une escadrille de voisins, se trouvant également sur ce même plateau de Malzeville, était en instance de départ, et nous décidâmes de faire route ensemble. L'ère de la panne de château n'était pas encore révolue, et les 2 caporaux pilotes que nous étions, Denisot et moi, rejoignirent Malzeville en 3 jours, après atterrissage à Montmirail et à Villeneuve-les-Vertus. Tout au plus, en arrivant à destination, eus-je droit à une légère admonestation du capitaine Laurence, commandant l'escadrille VB-101, qui me demanda si je ne connaissais pas une invention qui s'appelait le téléphone, car bien entendu il était prévenu de notre départ et se demandait où nous avions passé. Mais au fond, il était tout joyeux de voir arriver sans encombre à son escadrille un pilote et un avion de plus, et n'en demandait pas davantage. L'accueil de mes camarades ou observateurs fut merveilleux. C'est là que j'ai découvert vraiment cette amitié d'hommes partageant ensemble les mêmes risques, et pour certains, animés de la même passion pour l'aviation. Mais la plus grande chance que j'ai eue, c'est celle qui me valut l'amitié du sergent Partridge. En école, nos moniteurs, soucieux de former le plus rapidement possible le plus grand nombre de pilotes brevetés, en prenant le minimum de risques, nous recommandaient de ne pas faire des virages trop serrés, de ne pas faire prendre à l'avion des positions trop éloignées de l'horizontale. De ce fait, notre formation de pilote était très insuffisante. Partridge, au contraire, me fit voir comment il fallait apprendre à virer rapidement, quitte à faire prendre à l'avion une inclinaison rapprochant de la verticale. Grâce à lui, je devins bientôt un bon pilote, et comme je le raconterai plus tard, cela m'a sauvé la vie lorsque j'ai été victime de brutales pannes de moteur. Au moment où j'arrivais à la 101, c'était la fin des bombardements de jour. Le voisin canton n'avait aucune défense à l'arrière. Il était peu manœuvrant, et le commandement de l'aviation décida que cet appareil serait utilisé comme bombardier de nuit. Le capitaine Laurence, commandant notre escadrille, avait l'expérience du vol nocturne, car il avait servi plusieurs mois au camp retranché de Paris, basé au Bourget, où l'on volait très souvent de nuit. Si bizarre que cela puisse paraître à un profane, le vol de nuit ne présente pas de difficultés particulières pour un bon pilote. D'autant plus qu'à cette époque, on décollait et on atterrissait dans une bande de terrain éclairée par une dizaine de puissants projecteurs électriques, alimentés par une voiture photoélectrique, équipée d'un groupe électrogène. De plus, nos avions portaient à l'avant de la carlingue 3 projecteurs électriques alimentés par une dynamo placée sur l'aile, ce qui permettait, en cas de panne, de pouvoir atterrir convenablement, à condition, bien entendu, d'avoir eu la chance de repérer un terrain. Donc, après un vol de nuit comme passager d'un camarade, qui me donna des émotions, car il pilotait fort mal, je m'entraînais moi-même, et après quelques jours passés à l'escadrille, je m'envolai avec des bombes pour mon premier bombardement de nuit. J'avais en tout et pour tout un peu plus de 50 heures de vol. J'ai eu la chance de ne pas avoir de panne au cours de ces premières expéditions, car à part le départ et l'atterrissage dans la piste éclairée, je ne distinguais rien au sol, et me fiais entièrement à mon observateur pour me diriger et atteindre le but fixé. Ces observateurs n'avaient du reste pas non plus grande expérience, et souvent c'est uniquement en nous servant d'alignement à partir d'un terrain auxiliaire, balisé par des feux, établi à Dieuloir, dans une boucle de la Moselle, que nous arrivions à découvrir l'objectif du bombardement. Quoi qu'il en soit, j'exécutais sans encombre 7 bombardements, lorsqu'au 8e,
Profitant d'une nuit de pleine lune, je pus me diriger en examinant le sol. J'avais même comme passager un camarade dont c'était la première expédition, et je lui ai montré la route suivie jusqu'au haut fourneau de Rombart, qui était l'objectif désigné. Depuis cette date, j'ai pratiquement toujours su me diriger par l'examen des accidents caractéristiques de l'itinéraire à suivre. Routes, voies ferrées, rivières, et surtout les forêts, qui sont la chose la plus visible. Si le mauvais état de l'atmosphère ne permettait plus de les distinguer, l'expédition était bien compromise. Autre difficulté à vaincre, l'utilisation du plateau de Malzeville comme terrain de départ présentait un certain danger en cas de fort vent. C'est ainsi que je fus témoin du premier accident mortel survenu depuis mon arrivée à l'escadrille. Accident qui coûta la vie au lieutenant Malcor, tout jeune pilote affecté à la 101, et à son observateur, le sergent Bonamy. Nous rentrions de bombardement, et je commençais à descendre, lorsqu'éclata dans le bois proche de nos hangars une série d'explosions qui nous fit croire tout d'abord à un bombardement ennemi. En fait, c'était l'avion de nos camarades qui venait de percuter le sol, dans la partie inclinée du plateau de Malzeville. Il avait pris feu, et les bombes qui l'emportaient avaient éclaté les unes après les autres. Je n'ai compris que plus tard la cause de cet accident. Il faut dire que par prudence, nos avions chargés ne s'élevant pas vite, nous prenions de la hauteur en tournant autour du terrain, avant de nous diriger sur l'objectif pour pallier, relativement, le risque de panne de moteur. Ce jour-là, le vent était fort et soufflait par rafales, et je me souviens avoir eu de la peine à m'élever. Le lieutenant Malcor, après avoir décollé et effectué un premier tour de terrain, revenait sur le plateau lorsqu'il fut pris dans un vent rabattant qui lui fit perdre brusquement de la hauteur, en sorte qu'il vint heurter en plein vol la cime des arbres qui couvraient la pente, et piquer violemment vers le sol. Les notions d'ascendance ou de descendance, de vent ascendant ou rabattant, sont maintenant bien connues et utilisées par les pilotes de vol à voile. Mais en ces temps-là, on n'y prenait pas garde. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'au cours d'un déplacement par temps chaud, je m'aperçus qu'ayant réduit mon moteur pour perdre de l'altitude, mon avion gardait sa hauteur. Je compris que je volais dans un courant ascendant. Nos camarades ont certainement été victimes cette nuit-là d'un brusque courant descendant, les plaquant au sol.